Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. On a eu un tout petit problème de connexion, on a été obligé de relancer le stream juste avant le lancement du générique, on sait pas très bien pourquoi. C'est bizarre, ça nous arrive rarement ce genre de problème là, mais normalement maintenant tout fonctionne. J'ai noté le nom de ceux qui m'ont accusé à cause d'être la raison de ces problèmes. On a les noms, on a les Voilà. noms, on a les noms. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, tout ça, je suis content de vous retrouver. On est le 24 janvier 2018, on est mercredi, il est 3h moins le 10 de l'après-midi, ça veut dire que dans 10 minutes, c'est la séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Voilà, on refresh le chat, normalement ça devrait fonctionner. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, bonjour. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce que vous allez bien? C'est important, j'espère que vous vous portez bien. On a suivi ensemble la conférence de presse de sortie du Conseil des ministres il y a quelques dizaines de minutes. C'était Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui est venu devant les journalistes nous faire un petit compte-rendu de ce qui s'est dit ce matin au Conseil des ministres et répondre à quelques questions des journalistes. On a commenté tout ça en direct, donc maintenant qu'on est bien au sujet de ce que le gouvernement a en tête, on va pouvoir se mettre au goût du jour de ce que les députés vont bien pouvoir demander à ce même gouvernement. Voilà. Je sais pas Jean, et toi tu vas bien? Salut Charles. Ça va, merci, ça va. Je suis content, je suis toujours content d'être en stream. Et ça c'est cool. Salam alaikum. Warama, tout ça mes frères. Ouais, salam alaikum, salam, tout ça. Bienvenue à toutes et à tous. Donc je disais, conférence de presse sortie du gouvernement ce matin, deux sujets principaux, le conflit dans les prisons avec les personnels pénitentiaires, sur le sujet notamment des conditions de travail et des violences. Deuxième sujet, le grand raout de Versailles du début de semaine avec les grands financiers de cette planète qui vont faire des investissements. En tout cas le gouvernement c'est comme ça qu'il présente les choses. Jeannot 928, merci beaucoup pour ton abonnement à Acropolis, merci pour ton soutien. Tu fais maintenant partie de l'élite d'Acropolis puisque tu as un petit logo à côté de ton pseudo, incroyable. Et on a eu un abonnement tout à l'heure aussi pendant l'écran de pub que je tiens à remercier, c'est Can94, Cand94, merci beaucoup à toi pour ton abonnement également. J'étais donc en train de vous parler des sujets d'actualité de ce matin. Conflit dans les prisons, grand raout de Versailles, il y a des gens qui vont investir et c'est bien. C'est comme ça que le gouvernement le présente. Hein. Réforme constitutionnelle. Réforme constitutionnelle. Bah non, ils ont rien dit sur réforme constitutionnelle. Mais c'est l'actualité du jour. Est-ce qu'il y aura un référendum? La question est toujours posée, l'Elysée n'a pas tranché, c'est sur la table, on ne sait pas, pour l'instant il botte en touche. Ce matin, Gérard Larcher, le président du Sénat, a fait une conférence de presse pour présenter les propositions issues du Sénat dans le cadre de cette réflexion sur la réforme constitutionnelle. Vous vous doutez bien que les propositions du Sénat sont légèrement différentes, et c'est un euphémisme, des propositions de l'Assemblée nationale, qui étaient sorties du bois un peu plus tôt, c'était en décembre dernier, par la voix de son président François de Rugy. Propositions qui sont elles-mêmes légèrement différentes de celles du président de la République, Emmanuel Macron, qui avait commencé à esquisser sa réforme constitutionnelle à l'occasion du congrès dernier. Bref, ce sujet-là de la réforme de la Constitution, c'est un sujet qui va occuper beaucoup nos esprits pendant l'année 2018, donc gardons ça en tête. Pendant la conférence de presse du Conseil des ministres ce matin, on a parlé de Notre-Dame-des-Landes, pas vraiment grand chose de nouveau sous le soleil. Le gouvernement demande la libération des routes, vous savez, qui permettent l'accès à la ZAD, et veut que la suite se passe dans le dialogue et dans la concertation, machin. Il n'y a pas grand chose de nouveau sur ce sujet-là. Une nouveauté sur la question des réfugiés, notamment vous savez, la situation à Calais, c'est la nomination d'un conseiller interministériel chargé de ce dossier-là. Donc ça veut pas dire, c'est pas un membre de gouvernement, hein, c'est un haut fonctionnaire qui est officiellement chargé par le gouvernement de mener l'action interministérielle entre les différents ministères concernés, entre les différents services publics, si vous voulez, entre les différents pouvoirs publics sur le terrain pour faciliter le travail des pouvoirs publics, justement. Il ne voulait pas une évacuation totale de la ZAD à la base. Alors c'est plus compliqué que ça, la question de l'évacuation de la ZAD reste en suspens. Il aurait été question d'une évacuation totale de la ZAD si l'aéroport Notre-Dame-des-Landes avait été construit, parce qu'en gros il aurait fallu mettre un aéroport à la place où là il y a des gens. Maintenant que l'aéroport est abandonné, se pose la question de savoir ce que va devenir cette ZAD, en tout cas ce qu'on peut appeler par ZAD, c'est-à-dire un espace, un terrain sur lequel il y a des gens qui ont construit des maisons, qui habitent dedans, qui ont fait des enfants, et certains qui cultivent des terres, etc. machin.
Il y a une question sur l'avenir de cette zone. Il y a un précédent dans l'histoire qui a été relayé par pas mal de journalistes qui ont fait des articles assez intéressants qui ont rappelé l'histoire du Larzac. Dans le Larzac, c'était 1967-1968. Il y avait assez similaire à Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire en gros des militants de gauche qui vont sur le terrain, occuper le terrain illégalement pour manifester contre un projet qu'ils contestent. Et le projet est retiré. Donc c'est assez similaire. De ce point de vue-là, c'est assez similaire à Notre-Dame-des-Landes. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'à l'époque, au Larzac, il y a eu des négociations qui ont eu lieu entre les zadistes de l'époque et le gouvernement pour organiser les choses, qui veut rester, qui veut partir, qui veut faire quoi, etc. Donc il est possible que on fasse un peu comme ce qui s'est passé au Larzac dans les années 60, dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire qu'au cas par cas, la préfecture discute, regarde avec les familles, les agriculteurs, comment vous voulez qu'on organise les choses, etc. Donc il n'est pas... Évacuation de la ZAD est un mot qui, pour l'instant, est en suspens. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas voilà ce qu'on entend à l'heure actuelle du côté du gouvernement sur ce sujet-là. De toute façon, pour la ZAD, ça pètera à la fin de la trêve hivernale, pas avant. Bah, si ça pète. Si ça pète, c'est-à-dire ça dépend dans quel sens ça pète, hein. Ça peut être effectivement une charge de CRS si le gouvernement le décide. Je sais pas. Bref, ça va être fait au cas par cas normalement, voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que c'est pas une manière du gouvernement de sauver la face, ce débat sur évacuer la ZAD? Il n'y a pas beaucoup de face à garder en fait. Qu'est-ce que tu veux que le gouvernement garde la face? Il a abandonné son projet d'aéroport, point. La différence, c'est pas que le Larzac, les gens étaient propriétaires collectivement des petites parcelles. Mais non, justement, ils le sont devenus après. C'était ça justement l'intérêt du Larzac. C'est que suite à l'occupation du Larzac et aux négociations, etc., machin, il y a notamment eu la possibilité pour les gens qui étaient dans le Larzac de devenir propriétaires collectivement des terres. De ce que j'ai lu dans des articles de la presse ces derniers jours, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Et il y avait notamment à l'époque un jeune militant écologiste qui s'appelait José Bové. Et oui, dont on peut retrouver des images d'archives qui étaient face caméra et qui dit les camarades du Larzac et moi sommes parvenus à un accord avec le gouvernement. C'est pas du tout l'accent de José Bové, absolument pas. Mais c'est intéressant, vous voyez, de voir que... Et donc le Larzac, en tout cas, de ce que j'ai lu dans les articles dans la presse, est plutôt présenté comme une réussite. C'est-à-dire une sortie par le haut de ce genre de cri-crise locale, quoi. De cri-crise. De cri-crise. Non mais enfin... Non, mais on est sûr du terme. On est sur du terme... tu sais, on fait du journalisme de qualité ici. C'est vrai. Voilà, on n'est pas... On n'est pas chez Jol Rigolo. Pas chez Jol Rigolo. Changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais il faudrait déjà vous lever le matin. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde il vous attend pas. Le monde il bouge, et il bouge vite. Et vous n'allez pas tarder à rester sur le carreau, moi je vous le dis. Parce que là vous êtes en vacances, très bien, mais à la rentrée. Bon, vous n'êtes pas en vacances. Ok, vous prenez une année sabbatique. Et après il dit quoi? Cette citation vient du film OSS 117. Absolument. Rio ne répond plus. Enfin bref, le vrai monde il va chez le coiffeur. Ça aussi c'est une phrase absolument géniale. Donc voilà. Bové, c'est pas le McDo plus tôt. Ah non, beaucoup plus tard ça, José Bové, le McDo. Ah non, beaucoup plus tard. La Confédération Paysanne et tout. Non, non, le McDo c'est les années 90. Beaucoup plus tard. Ouais. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que dans 5 minutes, c'est les questions d'actualité au gouvernement. On a déjà vu la séance d'hier qui a été notamment marquée par cette question autour, par cette actualité brûlante autour du conflit avec les personnels pénitentiaires. On a parlé un petit peu des mesures du pouvoir d'achat, on a parlé des investissements de l'étranger, en tout cas de comment est-ce que le gouvernement organise comment dire, une économie attractive pour les capitaux étrangers, et comment est-ce que le gouvernement aussi, et ça c'était une question assez intéressante, comment est-ce que le gouvernement entend réorienter l'épargne des Français vers l'investissement, notamment dans les petites et moyennes entreprises. Voilà. Est-ce que le projet Euro Disney est passé par une étape de ZAD à l'époque ou pas? Pas à ma connaissance, Perceval. Pour moi, dans mon esprit, le projet Euro Disney était très attendu par les élus et les responsables politiques franciliens et français. À l'époque, Disney hésitait à s'installer entre Paris, Berlin et Londres. Ils réfléchissaient entre les trois villes pour installer le premier parc d'attractions européen. Et donc les trois villes les trois pays du coup se sont fait concurrence pour essayer d'obtenir le parc de Disney. Donc quand Disney a annoncé que ce serait Paris qui serait retenu, Paris était tout content, genre ouais, trop bien et tout. Voilà. Mais pareil, c'est 1992, je crois, l'ouverture du parc, je sais plus.
C'est quand la réforme sur le bac? J'en sais rien, la réforme sur le bac. La réforme sur le bac, il y a des pistes qui ont été annoncées par le Premier ministre. Non, par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il n'y a pas, à ma connaissance, de projet de réforme du bac pour l'année 2018, ça c'est sûr. Peut-être pour 2019 ou 2020. Là, je t'avoue qu'en l'état actuel de mes connaissances et de l'état de mon cerveau, je n'ai pas de date pour la réforme du bac. Concernant la récupération des fonds en épargne, principalement sur livret A dédié au financement des projets immobiliers, c'est franchement une honte. De quoi? Qu'est-ce qui est une honte? Que le livret A finance des projets immobiliers ou qu'on récupère cette épargne pour financer des... Je sais pas. Le gouvernement a payé une fortune sur tout. T'as Arkeo Toys qui a fait un super historique sur YouTube. Absolument, le gouvernement, la France a payé cher, enfin a payé cher. A obtenu Euro Disney, ils étaient très contents. Allez, on va couper YouTube. Si vous êtes sur YouTube, venez tout de suite sur Twitch pour regarder la suite de ce stream. On est exclusivement sur stream à partir de maintenant. Sur Twitch. J'ai dit quoi? Sur stream. J'ai dit, voilà, sur Twitch. Ce qui est vrai aussi. Tout à fait vrai. C'est le lieu touristique le plus visité, Euro Disney, dans le pays le plus visité au monde. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le parc d'attractions Disneyland Paris est l'un des lieux les plus visités de France, qui est le pays le plus visité du monde, comme vous le savez. Est-ce que tu fais une vidéo? C'est quand que tu fais une vidéo avec Hugo Décrypte? Décrypte? Bah là, il vient de repartir en Afrique du Sud, donc ça va être compliqué. C'est en Afrique du Sud qu'il est parti là? Ah ouais. Putain, mais il est encore passé à Paris, on a oublié, on n'a pas réussi à se prendre un café. Bah tu vois, c'est pas pour tout de suite. Voilà la réponse. Pourquoi vous arrêtez YouTube? Parce que on est partenaire de Twitch et que donc on diffuse exclusivement sur Twitch. Vous devenez exclu Twitch pour devenir partenaire. Oui, exactement. Chers amis, dans une minute, c'est les questions d'actualité au gouvernement. S'il y a des questions d'actualité que vous voulez absolument voir traitées, c'est le moment de les écrire dans le chat. Et ensuite, on verra ce que nos députés nous ont concocté comme question au gouvernement. Et Poirot qui vient de s'abonner. Merci beaucoup Poirot pour ton abonnement et ton soutien à Acropolis. C'est grâce aux gens qui s'abonnent qu'on peut continuer à fonctionner et ça c'est cool. Du coup, Jean, je peux pas mettre des liens dans le chat par rapport à Macron qui dit des choses de leur contraire. Non, on ne peut pas mettre de liens dans le chat. Mais tu peux les partager sur le Discord d'Acropolis. N'hésite pas, tu es le bienvenu. C'est quoi l'intérêt exclu Twitch? Bah, c'est que maintenant vous pouvez vous abonner. C'est ça l'intérêt. Et puis au-delà de ça, même c'est la publicité qui nous rapporte. Oui, maintenant la publicité nous rapporte de l'argent. Voilà. Samei Samoa. Merci beaucoup pour ton abonnement. Merci à toi, bienvenue. Ah, moi j'aurais dit Samé ça me va. Samé ça me va. Ah oui, je croyais que c'était un W. Samé ça me va. Moi j'ai envie de dire qu'on peut lancer le générique puisqu'il est 15 h. Mais t'as une image ou pas? J'ai une image de l'hémicycle qui se remplit. Eh bah très bien. Chers amis, on se retrouve dans 10 secondes après un générique pour la séance de questions d'actualité au gouvernement. A tout de suite. Et c'est parti pour la séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale qui va commencer dès que le président François de Rugy aura ouvert la séance. Les députés sont en train de s'installer dans l'hémicycle et on attend de voir quels sont les 15 heureux élus qui vont aujourd'hui pouvoir interroger le gouvernement sur son action ou son inaction, je ne sais pas. Ça va. Salut Acropolis, salut Cluster et bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous ont rejoints. Hello Acropolis, salut Mainetti. C'est nouveau l'écriture inclusive sur le générique, ça arrache un œil. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est depuis la dernière mise à jour du générique par Théo. Il a été mis à jour quand? Il y a un mois ou deux maintenant, avec ouais, la c'est ça. législature. Mais non, c'est ça, c'est il y a longtemps, c'est pas, Oui, c'est pas récent là de... C'est pas de janvier en tout cas. Voilà, donc la réponse Charles, est-ce que c'est nouveau? La réponse est non. Tu penses quoi de l'histoire des fake news de Macron?
Fake news de Macron? Il a dit des fake news, Macron? Bon, de quoi ils vont parler aujourd'hui? Parce que hier, mine de rien, ils ont quand même abordé pas mal de sujets. Ils ont parlé du cannabis, ils ont parlé des investissements, ils ont parlé des PME, ils ont parlé de l'insécurité, ils ont parlé des réfugiés. De quoi ils peuvent parler? C'est marrant parce qu'il y a des semaines comme ça où l'actualité est particulièrement vivace, si je puis dire, et ça se sent dans les séances de questions au gouvernement, parce que la séance du mardi est très concentrée sur quelques sujets qui font vraiment l'actualité, et celle du mercredi est un peu plus technique, c'est les moments où on entend un peu plus de sujets locaux, etc. Encore que c'est pas toujours vrai ce que je dis. Enfin bref. Voilà, le président François de Rugy est ouverte. qui ouvre la séance. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement et la première question est posée par Monsieur Philippe Berta. Philippe Berta qui va inaugurer Merci, cette Monsieur séance. le Président, cette question s'adresse à Monsieur Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, vendredi, un homme âgé de 33 ans, soupçonné de préparer un attentat et connu pour avoir prêté allégeance au groupe État islamique, a été interpellé dans le département du Gard. Il s'agit, à notre connaissance, du premier attentat déjoué par la DGSI en ce début d'année. Merci beaucoup, Je tiens ici Carmouf, pour ton abonnement. pour saluer la grande qualité du travail de vos services, qui a permis l'interpellation puis la mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels de cet individu. À cette occasion, le préfet du Gard, Didier Loga, a rappelé par voie de presse des chiffres inquiétants pour notre département. Au niveau national, le Gard se situe au 4e rang des départements les plus radicalisés. Et la zone de défense sud, qui comprend les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, représente plus de la moitié des affaires terroristes. Ah oui, putain, Dans je ce savais pas. contexte, le nouveau plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme est plus qu'attendu. C'est assez rare que les députés disent en séance comme ça à quel point leur circonscription, enfin là d'où ils sont élus, est si mal classée. En général, ils sont plutôt du genre à mettre en avant leur circonscription, ce qui est assez de bonne guerre et assez normal. Là, Philippe Berta, il est assez cynique dans sa question en disant, bah vous savez, je suis élu du Gard, le Gard est très mal classé en termes de terrorisme et toute la région PACA. Mais également sur le terrain, de se coordonner pour assurer la continuité de cette priorité pour la sécurité nationale. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer l'échéance de février 2018 pour la présentation du plan d'action contre la radicalisation? Pouvez-vous nous indiquer vos priorités en vue de l'élaboration de ce plan? Voilà, Philippe Berta, qui est donc élu d'un territoire où il y a un vrai problème de radicalisation et qui demande au ministre de l'Intérieur de bien vouloir en dire un petit peu plus sur ce qu'il compte faire pour lutter contre la radicalisation. Philippe Berta, il est généticien, chercheur au CNRS, puis directeur de recherche à l'INSERM. Monsieur il est élu du Gard. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Berta, je veux, comme vous, commencer d'abord par saluer l'action de nos services, parce qu'ils viennent de déjouer en ce début d'année le premier attentat. Et comme vous l'avez dit, le défi reste élevé, puisque je vous confirme vos chiffres, et moi sur ces sujets, je ferai toujours la transparence. Aujourd'hui, dans le département du Gard, 258 personnes sont inscrites au fichier FSPRT. Cela donne Et oui, le petit mouvement de sourcil du député, effectivement, il y a 250 personnes dans son département qui sont inscrites sur ce fichier. Effectivement, avec des personnes radicalisées, si je dis pas de conneries. Premier ministre, nous tiendrons un comité interministériel au mois de février pour lutter contre la radicalisation. Nous y travaillerons de manière globale. Nous travaillerons avec Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, parce que c'est d'abord à la base qu'il faut apprendre un certain nombre de valeurs. À la base, ça veut dire à l'école. Que les gens glissent sur des pentes qui deviennent de plus en plus mauvaises. Nous y travaillerons avec Madame la ministre de la Santé, parce que nous savons qu'un certain nombre de problèmes viennent de situations psychologiques difficiles
et donc que nous allons ensemble envoyer... Bon, Gérard Collomb qui ne précise pas grand-chose sur le contenu de son plan anti-radicalisation, il le présentera plus tard, a priori au mois de février. Il prévient en tout cas que ça va être un travail interministériel, vous l'aurez compris, ça engage tout le gouvernement de lutter contre la radicalisation. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, et j'y associe mes collègues Éric Stroman et Jacques Catin. Monsieur le ministre, je souhaite vous alerter sur une situation industrielle dramatique qui frappe ma circonscription. En effet, il y a 6 ans, l'actionnaire majoritaire d'une industrie installée dans mon territoire a décidé de fermer un site en parfait état de fonctionnement. Ce site génère 2200 emplois sur le territoire, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et autant de commandes pour les sous-traitants, 90 millions d'euros de pouvoir d'achat dépensés auprès des commerçants et artisans du territoire, 15 millions d'euros de fiscalité locale pour anticiper l'avenir de nos territoires. Cet actionnaire majoritaire vient d'annoncer qu'il allait mettre sa menace à exécution, sans jamais avoir pris le temps d'anticiper ou de préparer cette décision. Un drame humain pour les 800 familles des employés et du site est à prévoir. 400 prestataires directs verront leur emploi disparaître. Le réseau de sous-traitants de l'usine va être largement fragilisé, traçant ainsi de sombres perspectives pour les TPE et PME du territoire dans les années à venir. Pire, l'absence d'une vraie stratégie industrielle, notamment en matière d'approvisionnement électrique, va fragiliser la présence en Alsace de nombreuses industries électro-intensives ou électro-sensibles. Raphaël Schellenberger, le jeune député Les Républicains, élu de la circonscription sur laquelle il y a l'usine Fessenheim, qui s'inquiète de la fermeture de cette usine, non pas pour des questions de débat énergétique sur le nucléaire, etc., mais il s'en inquiète pour la suppression des emplois dans sa circonscription. Vous l'entendez, il parle de ça comme d'une fermeture d'usine et de toutes les conséquences que ça va avoir sur tout le circuit de sous-traitants, sur les petites entreprises du territoire, sur les familles, sur les travailleurs, mais aussi sur les finances locales, etc. Réindustrialisation de l'Alsace que nous portons avec les collectivités locales. C'est une centrale nucléaire, pardon, pas une usine. Simplement péninsuliser l'Alsace. Alors, Monsieur le Ministre, comment pouvez-vous rester insensible à cette situation? Comment pouvez-vous accepter de fragiliser tout un tissu industriel régional? Voilà, Raphaël Schellenberger qui choisit de placer le débat sur la question des emplois, sur la question du maintien de l'activité économique, plutôt que sur le débat nucléaire, pas nucléaire. Et c'est Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, qui lui répond. Monsieur le député Schellenberg, si j'étais effectivement insensible à cette situation, j'aurais maintenu l'objectif de 50%. Schellenberger, non, c'est bien ça, Schellenberger. Sociale. Effectivement, ça n'est pas une méthode que les salariés découvrent dans la presse une décision qui a été prise à Paris et nous allons changer de méthode. Mais je tiens à le rappeler, j'ai confirmé devant cette Assemblée il y a plusieurs mois, oui, nous allons fermer la centrale de Fessenheim au moment où Flamanville rentrera en opération. Mais sur ce dossier, vous avez raison, je suis conscient, sur ce dossier comme tous les autres, que si on ne prend pas en compte les dimensions sociales, la transition énergétique échouera. Et c'est bien dans cet esprit que pour la première fois, les salariés de Fessenheim ont vu la visite d'un ministre qui est resté 3 jours sur place pour appréhender les conséquences sociales. Ça n'a pas l'air de plaire aux députés, ça, au moment où Nicolas Hulot parle de sa visite à Fessenheim. Avec ce critère social, en concertation, et c'est comme ça que nous allons réussir cette transition. Je vous remercie. Très très tendu ce premier échange sur cette question précise. Le député qui n'a pas l'air du tout d'accord avec le ministre de la Transition écologique qui pourtant essaye de justifier les choix du gouvernement, et c'est pas facile ce numéro d'équilibriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la garde des Sceaux, je me suis rendu avant-hier au centre de détention d'Aix à Villeneuve-sur-Lot, à la rencontre des surveillants pénitentiaires qui exercent un métier très dur, traversé par une crise profonde. Pour autant, j'ai pu constater l'attachement des surveillants à leur profession. Et un grand merci à BCLA pour ton abonnement. De sécurité qui ne sont pas acceptables. Le dialogue doit être maintenu avec les surveillants, car les circulaires qui se succèdent au gré des gouvernements depuis l'ère Dati et l'article 57 par exemple, ne permettent pas d'endiguer l'explosion des trafics et de la violence. Depuis 10 ans, les agressions se multiplient et s'aggravent, dans un lieu censé être d'une sécurité absolue. Madame la ministre, comme vous l'avez déclaré, la restauration de l'autorité, le respect de l'ordre dans nos prisons passera par la revalorisation des conditions matérielles et par la sécurité.
Par ailleurs, l'attractivité d'une profession se mesure aussi par les conditions... Vous voyez à l'image Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, particulièrement sous pression en ce moment, puisqu'elle est en prise aux organisations syndicales de personnel pénitentiaire, au moment où Olivier Damézin, le député de la majorité, donc qui soutient la ministre, pose une question sur ce sujet-là. Olivier Damézin, c'est l'ancien maire de la ville de Beauville, très jolie ville de Beauville. Il est représentant de commerce de profession. Des négociations et que le dialogue avec le gouvernement soit renoué. Ma question est simple, Madame la Ministre. Vous qui avez rencontré les syndicats, les personnels, qui avez visité nos prisons, comment comptez-vous répondre aux attentes des personnels pénitentiaires? Et plus largement, avez-vous un plan pour remettre en ordre le système carcéral français? Je vous remercie. Voilà, Olivier Damézin qui pose une question simple pour un député de la majorité qui demande à Nicole Belloubet de bien vouloir expliquer son plan. Nicole Belloubet qu'on va entendre pour la première fois cette semaine s'exprimer sur ce sujet-là. Elle n'était pas là hier, elle était à une réunion justement avec les syndicats. Elle va pouvoir nous en parler un peu plus. Je vous remercie pour votre question. Les surveillants pénitentiaires vivent effectivement des moments extrêmement difficiles et je veux, comme vous l'avez fait récemment, au sein de cette Assemblée, rendre hommage à leur travail et à leur courage, puisqu'ils ont été victimes, pour un certain nombre d'entre eux, d'agressions qui ont même été qualifiées de tentatives d'assassinat, donc ceci doit être précisé. Je connais effectivement, pour aller fréquemment à leur rencontre et discuter très longuement avec eux, je connais la difficulté de leurs conditions de travail et de la manière dont ils doivent exercer leurs fonctions. J'ai souhaité donc leur apporter des réponses concrètes. C'est ce que nous avons fait à plusieurs reprises en formulant des propositions la semaine dernière et hier encore. Ces propositions portent à la fois sur des créations d'emplois, plus de 1100 créations d'emplois en 4 ans. Elles portent également sur des équipements en matière de sécurité qui sont absolument nécessaires et indispensables. Elles portent également sur la question dont vient de parler mon collègue Gérard Collomb, sur la gestion des détenus radicalisés. Nous nous sommes engagés à mettre en place très rapidement des unités complètement étanches par rapport au reste des établissements pénitentiaires. Et ces propositions ont porté également, vous évoquiez, monsieur le député, la nécessité de revaloriser les rémunérations de ces personnels. Donc mes propositions portaient également sur un volant indemnitaire qui était important. Je dois dire à ce stade que ces propositions n'ont pas reçu l'accord des organisations syndicales, mais que ma porte reste ouverte et que je continue avec... Nicole Belloubet qui semble faire un constat d'échec des négociations à ce stade-là. Elle a proposé beaucoup de choses. Vous avez entendu la liste des choses que la ministre de la Justice a proposées aux organisations syndicales qui, pour l'instant, n'ont pas signé d'accord. Donc, on va continuer à en entendre parler. Madame la ministre de la Justice, Madame la ministre, 10 jours. Nous en sommes aujourd'hui au 10e jour du plus grand mouvement de blocage des prisons depuis 25 ans. Ce conflit, vous l'avez dit, exprime la colère et le désarroi des surveillants de prison. Outre le surpeuplement carcéral, ils ont à supporter, avec toutes les tensions que cela entraîne, la surveillance de personnes particulièrement dangereuses, face auxquelles ces agents doivent être formés, équipés, soutenus psychologiquement. Nous savons bien tous ici que ce dossier est complexe et cela depuis de nombreuses années. Vous savez pourquoi elle dit ça, Céline Tourmayer? Parce qu'elle est socialiste et que lorsque les socialistes étaient aux mains du pouvoir, il y avait déjà eu un premier mouvement de contestation dans les prisons. C'était juste avant l'élection présidentielle, si je me souviens bien, 2016-2017. Créer 3500 postes dans la pénitentiaire. Je rappelle, comme l'avait dit très clairement Jean-Jacques Urvoas, le problème de la justice, c'est son budget. Jean-Jacques Urvoas, c'est le prédécesseur de Nicole Belloubet, c'était le ministre socialiste de la Justice. Nous n'avons pas voté le budget 2018 au motif de son insuffisance, notamment dans le domaine pénitentiaire, à un moment où pourtant le taux de croissance nous permet de poursuivre un engagement significatif et ambitieux. Le gouvernement s'est dit prêt à créer 1100 postes et à examiner des mesures indemnitaires spécifiques ciblées en faveur du personnel. C'est absolument nécessaire, mais il est indispensable de prendre dès maintenant des mesures en lien avec les magistrats pour faire baisser la surpopulation carcérale et tendre vers l'encellulement individuel
Les chantiers de la justice vous donnent des pistes. Madame la ministre, comment comptez-vous passer Cécile le Untermaier service qui pénitentiaire défend à demi-mot en fait le bilan du quinquennat de François Hollande en matière pénitentiaire, les alternatives à la prison et l'augmentation des budgets. Elle a justifié le refus de voter le budget du groupe socialiste, notamment parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la justice. On écoute Nicole Belloubet qui répond à cette députée. Untermaier, votre question est particulièrement pertinente puisqu'elle reflète la réalité de ce qu'est... J'ai oublié de vous dire que Cécile Untermaier, elle est elle-même magistrate. Une situation marquée de longue date, vous l'avez relevé vous-même, par la surpopulation, donc par évidemment des difficultés de gestion du personnel en détention et également par une difficulté d'exercice pour les professions liées à la pénitentiaire. Nous avons, de ce point de vue-là, me semble-t-il, pris 3 types de mesures. La première concerne le budget de la justice. Je rappelle ici que le budget 2018 est en augmentation de 3,9%, qu'au sein de ce budget, nous avons pour les métiers de surveillants pénitentiaires accru de 1100 emplois, je le disais à l'instant, les emplois qui étaient déjà prévus dans le budget. Ce sont des emplois supplémentaires. Je rappelle également devant vous que les conseillers d'insertion et de probation font l'objet également de recrutements supplémentaires. Les conseillers d'insertion et de probation, ce sont les personnes qui, pratiquement parlant, s'occupent des détenus dans leur parcours d'incarcération et leur remise en liberté, etc., leur aménagement de peine, tout ça. Au sens et à l'efficacité des peines. De ce point de vue-là, j'espère que les solutions que nous pourrons proposer contribueront à la fois à rendre les peines plus effectives, plus rapides, mais également sans doute à soulager les établissements pénitentiaires d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas à les intégrer parce qu'il y a des peines alternatives qui sont plus efficaces. Enfin, nous avons décidé de lancer... C'est intéressant, le jeu de regard entre la ministre et la députée est assez intéressant. ...personnel sur l'attractivité de leurs fonctions, sur les tâches qu'elles ont à accomplir dans les établissements pénitentiaires. C'est à ce triple défi que nous nous sommes attelés et j'espère que le Parlement nous aidera à réussir. Nicole Belloubet qui finit sur un sourire sa réponse à la députée Cécile Untermaier. C'est intéressant, on sait que Nicole Belloubet est à son 10e jour de conflit, c'est compliqué pour elle et pourtant j'ai trouvé qu'une Cécile Untermaier écoutait calmement sa réponse et était prête à réfléchir avec elle. Donc, Pierre Mathieu vous a remis officiellement aujourd'hui à 14 h son rapport sur la réforme et la revalorisation du baccalauréat suite à la belle et riche mission que vous lui avez confiée depuis novembre dernier. Je salue cette initiative, d'autant plus qu'elle est un engagement de campagne du président de la République et très attendu par tous les Français. Ce diplôme du baccalauréat, créé en 1808, constitue le premier grade universitaire et sûrement le plus emblématique. Cependant, il est jugé aujourd'hui trop lourd, avec des épreuves trop nombreuses en fin de cycle, mais surtout en inadéquation avec les systèmes universitaires et professionnels. Parmi les pistes proposées par M. Mathieu dans son rapport, je souhaiterais souligner l'instauration du contrôle continu dans le respect du caractère national, la suppression des séries pour les substituer à un tronc commun et des unités d'approfondissement. Je me permets aujourd'hui de saluer l'engagement de M. Mathieu qui, après de nombreuses consultations et auditions, a pu proposer ses pistes de travail pour une première édition du baccalauréat, renouvelée à l'horizon de 2021. 2021, c'est a priori, en tout cas d'après le rapport, la date qui est fixée pour la réforme du baccalauréat. En tout cas, la première session du baccalauréat, nouvelle formule, ça devrait être en 2021. Pour l'avenir de notre jeunesse, dans son insertion... Pierre Henriette, le jeune député, il a 26 ans seulement, primo-député de Vendée. Il est professeur agrégé de mathématiques vers la réussite et il est doctorant en philosophie des sciences à l'université de Nantes. Dans l'attente du rendu de vos conclusions, d'ici quelques semaines, monsieur le ministre, pouvez-vous nous éclairer sur les différentes pistes que contiennent le rapport de M. Mathieu? Je vous remercie. Pierre Henriette qui donc pose une question sur la réforme du bac qui va être l'occasion pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, de bien vouloir nous préciser un petit peu ce qu'il entend faire pour réformer le baccalauréat, même si on a déjà eu quelques éléments dans la question. Le baccalauréat est une institution clé pour la société française. C'est une institution de plus de 2 siècles et nous savons tous que toute la société française y est attachée et qu'en même temps, nous avons besoin au XXIe siècle de le moderniser, d'avoir une institution, le baccalauréat, qui soit utile pour la réussite de nos élèves. C'est pourquoi, comme vous l'avez dit, le président de la République s'était engagé pendant la campagne présidentielle à faire évoluer ce baccalauréat, notamment pour avoir 4 épreuves terminales
et le reste en contrôle continu. Ceci est la base de cette réforme. J'ai demandé à Pierre Mathiot, comme vous l'avez dit, de travailler en consultant largement pour expliciter ce que pourrait être ce futur baccalauréat. Il a beaucoup consulté, plus de 40 000 lycéens ont participé à la consultation en ligne. Le Conseil national de la vie lycéenne, devant lequel j'étais tout à l'heure et devant lequel Pierre Mathiot m'a remis son rapport, a travaillé pour nourrir cela, et bien entendu l'ensemble des organisations. Jean-Michel Blanquer qui met en avant sa concertation dans le cadre de cette réflexion, notamment avec les lycéens eux-mêmes. Le Conseil national de la vie lycéenne, ça représente les élus lycéens avec lesquels Jean-Michel Blanquer a travaillé à cette réflexion. Qui unissent la société française. D'abord, la réussite de tous les élèves. La réussite parce qu'en travaillant le baccalauréat, on doit pouvoir travailler ce qui va suivre le baccalauréat. Autrement dit, il doit y avoir un baccalauréat qui fasse beaucoup plus de sens. La liberté et la responsabilité, parce que nous voulons des élèves qui choisissent davantage les disciplines qu'ils vont étudier et qui ainsi se préparent mieux à l'avenir, avec un niveau dans chacune de ces disciplines qui soit remusclé. Et puis, il y a évidemment un enjeu d'égalité. Et nous allons travailler à ce que le contrôle continu soit le plus objectif possible pour permettre cette égalité et que, d'ailleurs, cette égalité soit plus réelle que ce que nous avons aujourd'hui. Enfin et surtout, le baccalauréat nous permettra d'avoir une vision pour notre éducation dès la seconde, permettant de se préparer avec un niveau de français à l'écrit et à l'oral excellent, d'où l'importance de l'oral dans le programme. Voilà, Jean-Michel Blanquer qui a pu préciser rapidement qu'est-ce qu'il y a dans ce dans ce début de réflexion. On sent qu'on est vraiment au début de la réflexion, c'est un gros morceau le baccalauréat. Et donc le ministre s'y attaque à partir de maintenant. Et le respect des soignants, nous exigeons des moyens pour les EHPAD. Voici la première phrase. Les EHPAD, ce sont des établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Et Patrick Pelou, accompagné de l'interne Sabrina Ali Ben Ali. Cette pétition a déjà été signée par de nombreux soignants en EHPAD et par plusieurs personnalités. Elle a également reçu le soutien de près de 300 000 signataires qui vous interpellent sur l'insuffisance des effectifs et des moyens dans les établissements et les services d'aide à domicile. Si les conséquences sur les personnels soumis à des cadences intenables sont dramatiques, elles sont également honteuses pour les personnes âgées en perte d'autonomie qui subissent des conditions d'accompagnement indignes. C'est malheureusement une maltraitance institutionnelle qui s'installe. C'est dans ce contexte que sera organisée une journée d'action unitaire dans les EHPAD le 30 janvier prochain, avec laquelle nous sommes pleinement solidaires. Quand il dit nous, Alain Brunel, il parle des députés communistes, enfin les députés du Front de gauche. Il est membre du groupe GDR, pardon, Gauche démocrate et républicaine. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir. Le député du Nord, Alain Brunel, il a un parcours intéressant. Il a commencé à bosser à l'usine à l'âge de 14 ans. Alain Brunel. Et ensuite, il a été notamment permanent du Parti communiste français, au sein duquel il a milité toute sa vie. Ça devrait conduire à une nouvelle baisse des ressources de 200 millions d'euros selon la Fédération hospitalière de France. Dans le même temps, le secteur privé, doté par les mesures gouvernementales, reste à l'affût d'un marché prometteur. Nous ne pouvons tolérer cette société à deux vitesses, contraire à la promesse républicaine. Nous demandons donc solennellement l'organisation d'un conseil des ministres extraordinaire sur cette question pour que le gouvernement débloque dès demain les crédits nécessaires. Voilà, Alain Brunel qui attire l'attention du gouvernement sur les conditions de travail et notamment les moyens à la disposition des maisons de retraite. Et il se dit solidaire du mouvement de grève qui sera organisé le 30 janvier prochain par les personnels. La ministre des Affaires sociales lui répond. En difficulté est l'une de mes priorités. En effet, certains établissements connaissent des difficultés multiples, ce qui a un retentissement sur la qualité des prises en charge comme sur la qualité de vie au travail des personnels. Mais nous ne devons pas généraliser. Concernant le modèle de financement, la réforme initiée en 2017 et qui avait été longuement travaillée avec l'ensemble des acteurs sera poursuivie. Elle va bénéficier d'un accompagnement de 430 millions d'euros sur 7 ans. Notre objectif maintenant est de mieux identifier les EHPAD en réelle difficulté pour mieux les accompagner. Nous avons donc décidé d'un plan particulier pour accompagner ces 2,9% d'EHPAD dont la convergence à la baisse concernera à la fois le forfait soins et le forfait dépendance. Et je souhaite revenir sur les mesures spécifiques que nous avons prises en 2018. Nous avons, dans le PLFSS 2018, voté 100 millions d'euros de budget supplémentaire pour accompagner les EHPAD sur
leur médicalisation. Nous avons voté 10 millions d'euros de budget pour équiper ces EHPAD en infirmières de nuit. Agnès Buzyn qui vante les actions du gouvernement en faveur des EHPAD, mais qui a du mal à convaincre visiblement les députés de gauche dont on a vu quelques visages qui faisaient la moue. C'est aussi une question d'encadrement car chaque... Effectivement, tout à l'heure je vous dis que c'était un député Front de Gauche, c'est pas tout à fait un député Front de Gauche, c'est un député du groupe Gauche démocrate et républicaine, c'est juste parce qu'il y a écrit Front de Gauche à l'intérieur de leur logo, c'est pour ça que sur le moment j'ai lu le logo. Qui a été concerté avec l'ensemble des acteurs afin de toujours mieux accompagner les EHPAD dans les mois et dans les années qui viennent. Ma volonté est de mettre en place un système pérenne d'organisation qui garantira une offre de qualité sur l'ensemble du territoire et adaptée aux besoins des personnes et des personnels. Je vous remercie. Agnès Buzyn qui donc conclut sa réponse sur les EHPAD, sachant qu'elle se prépare à une journée d'action syndicale le 30 janvier prochain. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame la ministre, la nouvelle plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur Parcoursup permet depuis le lundi 22 janvier aux lycéens de formuler leurs vœux d'orientation dans l'enseignement supérieur parmi 13 000 formations. Nos jeunes ont jusqu'au 13 mars pour formuler 10 vœux et jusqu'au 31 mars pour finaliser leur dossier. Est-ce qu'il y a des lycéens parmi vous qui ont commencé à faire leurs vœux sur Parcoursup depuis lundi? C'est ouvert depuis lundi, dites-nous. En tant que représentante de la nation, enseignante et mère d'un élève en terminale, force est de constater que la nouvelle plateforme Parcoursup est plus claire, plus transparente que la tristement célèbre plateforme APB. Les nombreux outils à disposition des lycéens rassurent, tutoriels, numéros verts ou encore la messagerie pour dialoguer avec des professionnels de l'orientation. Nous disposons enfin d'outils efficaces pour accompagner nos lycéens dans ce processus. C'est pourquoi je tiens à saluer la volonté du gouvernement d'accompagner le plus étroitement possible nos jeunes pour leur orientation dans le choix d'études supérieures. Je partage avec vous l'ambition nécessaire de mettre de l'humain dans la procédure avec un accompagnement beaucoup plus personnalisé. Condition nécessaire que vous avez réalisée pour que tous les bacheliers qui le souhaitent se voient proposer une affectation dans une formation... C'est quoi ça Parcoursup? Parcoursup, c'est le nouveau admission post-bac, c'est le site internet sur lequel les lycéens doivent organiser leur orientation après le bac, en demandant à aller en prépa, à la fac, en IUT, en BTS, etc. Valérie Gomez-Bassac, elle est professeure de droit, maître de conférence, pardon, en droit public. Et c'est marrant parce qu'elle a commencé sa question en rappelant qu'elle est elle-même mère de famille, mère d'un enfant en terminale, donc son fils ou sa fille est en terminale. Bon courage à toi pour ton bac et pour ton orientation. En tout cas, Valérie Gomez-Bassac qui apporte le sujet Parcoursup dans le débat et qui va permettre probablement à Jean-Michel Blanquer Madame la députée d'en parler. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur. Ah bah non, c'est Frédérique Vidal, pardon, enseignement supérieur évidemment, orientation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs c'est pas absurde. Madame la députée Valérie Gomez-Bassac. Vous avez raison de rappeler que l'objectif de notre gouvernement est de mettre en place une meilleure orientation, un accès plus juste et plus personnalisé pour accompagner la réussite dans l'enseignement supérieur. La procédure comprend 2 phases. Une première phase qui est une phase de préinscription. Et cette phase de préinscription est inscrite dans la loi actuellement en vigueur. C'est une préinscription nationale qui peut se faire, qui est prévue par la loi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris un arrêté pour l'ouverture de la plateforme Parcoursup, qui a, vous l'avez rappelé, ouvert le 22 janvier et qui a reçu un avis conforme de la CNIL pour son fonctionnement. La deuxième phase, c'est celle de l'affectation. La CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté qui veille au grain sur le respect des données personnelles. Un cadre légal pour cette affectation. En effet, la CNIL a interdit l'utilisation d'une plateforme où des décisions seraient prises uniquement par un algorithme sans intervention humaine. Et le Conseil d'État a annulé la circulaire autorisant le tirage au sort. Nous avons donc besoin d'un véhicule législatif qui nous permette de garantir l'affectation. Ok, c'est assez intéressant ce qu'est en train d'expliquer Frédérique Vidal. Il faut que je vous l'explique. Elle a parlé de véhicules législatifs. En gros, ce qu'elle explique, c'est que la CNIL, qui est chargée au respect de la loi, a dit qu'il y avait un problème d'illégalité au fait de choisir par un algorithme l'orientation des lycéens. Donc, il faut changer la loi. Et quand elle dit qu'il y a besoin d'un véhicule législatif, Frédérique Vidal, elle dit qu'elle a besoin d'une fenêtre d'opportunité de travail législatif pour pouvoir insérer dedans une mesure qui modifie la loi pour rendre légal ce que veut faire le gouvernement. Donc, c'est bien le Parlement qui décidera, mais le gouvernement a besoin que le Parlement prenne une décision. Ce qui nous permettra donc de procéder à compter du 31 mars et évidemment en respectant le débat démocratique
à l'affectation des étudiants. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Charles de Courson. Donc on va en réentendre parler a priori de ce sujet-là. Charles de Courson qui prend la parole. J'aime bien Charles de Courson. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, la loi de finances pour 2018 a engagé la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des familles d'ici 2020 pour un coût de 9 milliards. Lors des débats, le gouvernement a reconnu que le maintien de la taxe d'habitation pour seulement 20% en moyenne de nos concitoyens n'était pas tenable, ni politiquement, ni juridiquement, mais coûterait 9 milliards de plus. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 2017, a d'ailleurs confirmé cette analyse juridique en émettant une réserve considérable sur ce dispositif, en se réservant de réexaminer la constitutionnalité du dispositif existant, je cite, en fonction notamment de la façon dont sera traitée la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d'habitation dans le cadre d'une réforme annoncée de la fiscalité locale. 2 jours plus tard, le président de la République en a tiré toutes les conséquences en annonçant, à l'occasion de la promulgation de la première loi de finances du quinquennat, la suppression totale de la taxe d'habitation via une refonte de la fiscalité locale en 2020. Ben oui. Le gouvernement se retrouve donc dans la situation de Damoclès, dont Denis de Syracuse, alias le Conseil constitutionnel, avait suspendu au-dessus de sa tête une épée pour son règne d'un jour. Monsieur le ministre, vous avez créé une mission finances locales chargée de vous faire des propositions d'ici mars. On murmure que le schéma de réforme serait de transférer les 14 milliards du foncier bâti des départements vers les communes et les intercommunalités et de compenser aux départements cette perte de recettes via une part de CSG. Mais c'est au gouvernement de proposer cette réforme et au Parlement, in fine, d'en décider. Alors pourriez-vous, Monsieur le ministre, préciser à la représentation nationale l'état de vos réflexions sur ce délicat sujet? Charles de Courson, c'est un député UDI assez important et très respecté à l'Assemblée nationale puisque c'est un grand spécialiste de finances publiques. À chaque fois qu'il intervient, c'est toujours sur les questions fiscales, budgétaires. C'est un député très important dans le moment des discussions sur le projet de loi de finances. Je crois que c'est un de ceux qui dépose le plus d'amendements. Et donc là, il est en train de forcer Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, à préciser un petit peu ce qu'entend le gouvernement, ce qu'entend faire le gouvernement pour compenser la suppression de la taxe d'habitation, parce que c'est bien gentil de supprimer la taxe d'habitation, mais comment tu compenses, mon grand? Depuis 2008. Voilà. Après avoir vu que vous me posiez une question, j'imaginais que votre question poserait sur le fait que nous avons tenu la norme de dépenses, après nous avoir expliqué que nous ne la tiendrons pas. J'aurais imaginé que vous auriez battu votre coulpe, monsieur le député, en nous expliquant que le Conseil constitutionnel allait à coup sûr censurer à la fois le partenariat avec les collectivités locales, mais aussi le dégrèvement à la taxe d'habitation. Vous aurez remarqué que l'intégralité du PLF, du PLFSS et du PLFR a été validée. Gérald Darmanin qui se vante de ne pas avoir de censure du Conseil constitutionnel sur ces 3 lois budgétaires. Sans doute que vous regardez l'avenir et vous avez bien raison. L'avenir, monsieur le député, c'est que la taxe d'habitation que recevront les Français en octobre aura ce petit carré qui prévoira effectivement, en l'occurrence il s'agit d'un sympathique contribuable de Tourcoing, qui paie cette année 874 €. Tourcoing, la ville dont Gérald Darmanin a été maire par le passé. Au moins de taxes d'habitation, ce pouvoir d'achat, c'est à cette majorité que nous le devons. Et je vous donne rendez-vous en octobre. Gérald Darmanin avec ce petit échange à fleur et moucheté avec Charles de Courson sur la fiscalité. Gérald Darmanin qui en profite pour rappeler les mesures prises par le gouvernement et la majorité sur l'amélioration du pouvoir d'achat. Il reste désormais, vous l'avez dit, 20% de Français qui paieront à la fin, en 2020, la taxe d'habitation, pour un coût d'à peu près 9 milliards d'euros. Le gouvernement a été très clair sur le sujet à la demande du Premier ministre. Il n'y aura pas d'impôt supplémentaire. Nous allons travailler bien sûr avec la mission Richard Burr, mais avec le Parlement, particulièrement le Sénat, mais bien sûr la Commission des finances de l'Assemblée nationale, à la refonte de la fiscalité locale, parce que, monsieur le député, depuis Georges Pompidou et encore Chaban-Delmas Premier ministre, personne n'y avait touché. Gérald Darmanin qui se vante d'être un ministre des Comptes publics qui va toucher pour la première fois depuis très longtemps au millefeuille, enfin pas au millefeuille territorial, mais aux finances locales avec un groupe de travail donc qui renvoie à plus tard la discussion. Monsieur le Président, ma question s'adresse j'ai adoré cet échange. secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Madame la secrétaire d'État, la première étape de la consultation publique dans le cadre du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises Pacte s'est achevée le 10 décembre dernier. Si cette première phase de consultation s'est soldée par le succès que l'on connaît, c'est notamment parce que de nombreux parlementaires et chefs d'entreprise se sont pleinement investis dans ce projet
et l'ont porté sur leur territoire. En Loire-Atlantique, 2 ateliers ont réuni plus de 80 acteurs du territoire autour des thèmes création, croissance, transmission, rebond, mais aussi numérisation et innovation. Ces acteurs de l'entreprise, que je remercie, ont été nombreux à exprimer leur grande satisfaction. Ils soutiennent pleinement la démarche mise en place par le gouvernement, une méthode de travail qui part du concret, qui associe les principaux concernés et se met à l'écoute du terrain au plus près des attentes des Français. La consultation publique, deuxième étape du processus, s'est ouverte le 15 janvier dernier. Or, j'entends les inquiétudes du monde de l'entreprise et des Français de manière générale qui s'interrogent sur la manière dont les résultats de cette démarche seront associés aux propositions retenues et présentées le 21 décembre dernier à Bercy. Valérie Opelt qui donc commence à parler des travaux préparatoires et de la concertation en vue de la loi PACTE, P-A-C-T-E, dont j'ai oublié l'acronyme. C'est la loi que prépare Bruno Le Maire sur les entreprises pour faciliter leur démarche, leur vie, etc. Machin. Il y a notamment des débats sur l'objet social des entreprises, c'est un débat assez intéressant. Valérie Opelt, elle a travaillé pendant 17 ans dans une PME dans l'industrie de l'éclairage. Donc quand elle parle du monde de l'entreprise, elle sait ce que c'est. Et je précise qu'elle est élue de Loire-Atlantique du côté de, pas très loin de Notre-Dame-des-Landes. Travail engagé depuis la fin de l'année dernière. Je vous en remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Delphine Gény-Stéphane. Et elle donne l'occasion au gouvernement donc de préciser un petit peu les contours de cette future loi. Et c'est Delphine Gény-Stéphane qu'on entend pour la deuxième fois cette semaine. Madame la députée Valérie Opelt, je vous remercie de votre question. Vous avez rappelé la méthode extrêmement innovante. Oui, je me demandais, elle est carrément à Nantes, elle est élue nantaise, oui, c'est ça. Qui a été lancée par Bruno Le Maire et par Benjamin Griveaux à l'automne dernier en vue de préparer cette initiative PACTE pour les entreprises. C'est grâce à une étroite association d'un certain nombre de parlementaires et de l'ensemble de leurs collègues qui ont pu être consultés, ainsi que de chefs d'entreprise, que nous avons recueilli près de 1000 propositions venues du terrain, au plus concret, sur la vie des entreprises. Je vous rappelle les ambitions de cette initiative et de cette loi. D'une part, faire grandir les entreprises en France, leur permettre d'innover, d'exporter, de créer des emplois, et d'autre part, de repenser la place de ces entreprises dans la société et de mieux associer leurs salariés à leurs résultats. Donc sur ces 1000 propositions... PACTE, ça veut dire plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Merci beaucoup, petite crevette. Ça n'est pas limitatif, nous avons choisi des éléments assez emblématiques qui nous semblaient susceptibles de susciter l'intérêt de nos concitoyens. Et cet intérêt, il existe, puisque nous avons déjà plusieurs milliers de contributions sur le site internet pacteentreprise.gouv.fr que je vous invite à consulter et sur lesquels je vous invite à contribuer jusqu'au 5 février. Nous souhaitons... Delphine Gény-Stéphane qui en profite pour faire la petite pub pour le site internet de la concertation sur ce projet de loi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y participer. Et donc vous pouvez réagir aussi aux contributions nouvelles que les Et on a Epic Sysmen qui vient nous faire un don de 101 bits. Merci beaucoup. C'est vachement généreux, merci beaucoup. Nous regardons ces contributions. Merci pour ton soutien. De cette deuxième phase de consultation, excusez-moi, nous pourrons tenir compte de l'ensemble pour déterminer le périmètre de la loi. Bruno Le Maire et moi-même avons d'ores et déjà indiqué que nous recevrons les meilleurs contributeurs. La parole est maintenant à Monsieur David Lorion. Allez, on change d'orateur et de questions. David Lorion, le député Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, je voudrais associer à cette intervention aussi l'ensemble des collègues de l'île de la Réunion, mais aussi les collègues députés dont les circonscriptions sont aujourd'hui sous l'eau. Il y a une semaine, jour pour jour, heure pour heure, l'île de la Réunion était véritablement noyée par Birgitta. Birgitta est un cyclone tropical intense qui, à l'approche des côtes de la Réunion, s'est transformé en dépression tropicale avec des pluies extrêmement intenses, puisque le cumul des précipitations fait référence au cyclone Hyacinthe en 1980 ou le cyclone Feringa en 1989. Ce sont des abats d'eau, de ce qu'on appelle des avalas, ce sont des coulées de boue, des ravinements qui ont ravagé tout le sud, l'est et l'ouest de l'île. Aujourd'hui, ce sont des familles, des maisons qui sont sous la boue, et je voudrais rendre hommage à l'ensemble des services des pompiers, de l'armée et de tous ceux qui travaillent encore aujourd'hui les pieds dans la boue pour nettoyer ce terrain. David Lorion qui s'exprime impeccablement, sans lire une feuille. Des agriculteurs, ça c'est une bonne question, ça. Des maraîchers, des éleveurs
Et je voudrais rendre hommage à cet éleveur de Saint-Joseph qui a perdu 14 000 volailles noyées sous les eaux. Ce sont encore des pêcheurs qui ne peuvent plus évidemment exercer leur métier. Ce sont des touristes qui ne peuvent plus venir. Monsieur le Premier ministre, je voulais vous dire, le préfet est intervenu auprès des maires pour vous déposer une demande de catastrophe naturelle et pour lever des fonds sur les calamités agricoles. Je souhaite évidemment que pour tous les Réunionnais qui attendent et qui attendent avec impatience, cette impatience c'est du désespoir, que ce désespoir ne se transforme pas en colère et que pour tous mes collègues députés qui vont avoir à faire cette demande, que cette demande aille le plus rapidement possible. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de la reprise d'une économie et d'une économie fragile. Merci, Monsieur le ministre. David Lorion, le député de la Réunion, vous l'avez entendu, j'ai pas précisé qu'il était géographe agrégé de géographie, il est actuellement maître de conférence, toujours en exercice. Merci Monsieur le Président. Et par ailleurs, conseiller régional de la Réunion. Monsieur le député David Lorion, vous avez rappelé la tempête tropicale Birgitta qui est passée sur l'île de la Réunion, sur votre île, dans la journée du 18 janvier. Nous avions suivi, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Outre-mer, les préparatifs à partir du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises pour s'assurer que toutes les mesures de protection de la population avaient été prises. La baisse, comme vous l'avez vous-même dit, du phénomène n'a finalement pas nécessité le passage en alerte rouge et heureusement, aucune victime n'a été recensée. Mais vous avez rappelé les dégâts matériels, aussi bien sur les maisons que sur les productions agricoles ou l'élevage. La situation, je dirais, a été assez catastrophique pour un certain nombre de personnes et le Premier ministre a donné son accord pour que soient examinées en procédure accélérée les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Alors je rappelle que quand il y a un ouragan qui passe comme ça, quand il y a des dommages particuliers, on peut déclarer ce qu'on appelle l'état de catastrophe naturelle. C'est un état légal, officiel, avec des critères, etc. Et quand l'état de catastrophe naturelle est reconnu, alors il y a automatiquement des fonds publics qui sont débloqués, des systèmes d'aide, de compensation, d'assurance. Je rentre pas dans le détail, mais en gros ça permet d'indemniser les victimes de ces catastrophes naturelles. Et donc Jacqueline Gouraud qui précise que l'État est en train d'examiner cette situation pour voir si on peut rentrer dans ce cadre-là. Non assuré. Je vous remercie. Merci. Voilà. On entend assez souvent parler de ça dans l'hémicycle, c'est assez normal pendant les questions au gouvernement, des questions des catastrophes naturelles. Georges Paul-Langevin qui pose une question. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, notre pays rencontre aujourd'hui une situation très grave face à la crise migratoire qui perdure depuis de longs mois. Au mois de juin dernier, le défenseur des droits, Jacques Toubon, avait exhorté le gouvernement à faire cesser les traitements inhumains et dégradants qui étaient infligés aux migrants et aux associations à Calais. Suite à l'enquête de l'ONG Human Rights Watch dénonçant ces violences, vous avez commandé le 23 octobre dernier un rapport officiel des inspections générales de l'administration. Celui-ci a estimé plausible des manquements à la doctrine de l'emploi de la force et à la déontologie policière, ainsi qu'un usage de la force disproportionné, voire injustifié. Vous avez répondu que ces alertes n'étaient établies par aucune preuve. La presse, cette semaine encore, a réagi avec vigueur contre des actes de maltraitance inacceptables. Le président de la République nous avait répliqué qu'il s'agissait parfois de mensonges, souvent de manipulations, et invité ceux qui protestaient à mettre en cause sa politique et non les actes des fonctionnaires de police qui ne font qu'exécuter les directives. C'est donc vous que nous interpellons. Monsieur le ministre, il y a quelques semaines, vous avez revendiqué pour votre politique un équilibre entre efficacité et générosité. Nous savons que cet équilibre n'est pas toujours facile à trouver. Mais nous savons que c'est pas facile, dixit l'ancienne ministre Georges Paul-Langevin qui était ministre des Outre-mer sous le gouvernement de Manuel Valls jusqu'à juin dernier. Georges Paul-Langevin, elle est élue de Paris, pour ceux qui connaissent Paris, elle est élue du 20e arrondissement de Paris. Et aujourd'hui elle pose une question sur la question du traitement des réfugiés à Calais par les policiers. Vous savez qu'il y a des accusations de la part d'ONG sur des cas de maltraitance et de traitement dégradant. Monsieur le ministre, quelles preuves supplémentaires attendez-vous pour réagir? Effectivement, elle a également été ministre déléguée en charge de la réussite éducative en 2012. Et c'est Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, ancien socialiste, qui va répondre à l'ancienne ministre socialiste sur la question des réfugiés. Mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Georges Paul-Langevin,
Vous avez raison. Oui, la situation dans notre pays est difficile. Elle est difficile parce que, alors qu'en Europe, la demande d'asile a été divisée par 2, elle augmente de manière extrêmement importante dans notre pays. 100 000 demandes en France en 2017, soit une augmentation de 17%, après 6% d'augmentation en 2016 et 23% d'augmentation en 2015. Et pourtant, nous avons reconduit 85 000 non-admissions à la frontière. Qui peut aujourd'hui dire, alors que l'Allemagne, dans les 3 dernières années, a débouté 500 000 personnes, que nous pouvons effectivement faire face à cette situation? Alors nous, ce que nous voulons, c'est sauvegarder le droit d'asile et donc accueillir bien celles et ceux qui ont besoin de protection, et c'est ce que nous faisons. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui défend la politique migratoire du gouvernement en arguant notamment de la pression migratoire sur l'Europe. Et c'est vrai que ça a augmenté ces dernières années. Ceux qui en ont besoin, qui sont vulnérables, mais aussi d'autres mesures pour faire en sorte... Et effectivement, Georges Paul Angevin et la gauche qui n'apprécient pas le fait que Gérard Collomb ne réponde pas vraiment à la question, en fait. En situation irrégulière. La question n'était pas vraiment sur la politique migratoire, elle était sur les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de police traitent les réfugiés. Merci. Eh ouais, c'est un peu un évitement de réponse. Le ministre, mes chers collègues, ne vous plaignez pas que des ministres forcent la voix, puisque certains cherchent à couvrir leur voix pendant qu'ils interviennent. La parole est à Madame Christelle Dubos. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, 2 millions de personnes sont en ce moment durablement éloignées du marché du travail. Ces demandeurs d'emploi sont parfois des personnes malades ou souffrant de handicap, des jeunes, des seniors. Elles ont souvent accumulé des difficultés et la simple croissance ne les ramènera pas vers l'emploi. Je sais que vous êtes sensible à leur devenir. Madame la ministre du Travail a tenu à lancer dès la rentrée dernière une mission relative à l'innovation sociale au service de la lutte contre l'exclusion du marché du travail. Au-delà de la question des contrats aidés, elle a souhaité plus largement faire le point sur l'ensemble des dispositifs d'insertion à destination des publics les plus fragiles, de l'insertion par l'activité économique aux entreprises adaptées, en passant par l'alternance ou encore la formation. Ce rapport a été remis au gouvernement la semaine dernière par M. Jean-Marc Borrello. C'est avec intérêt que j'ai pris connaissance des 19 recommandations qu'il y formule. Jean-Marc Borrello, c'est le président du groupe SOS, si je dis pas de conneries. Auquel je souscris pleinement. Personne n'est inemployable. J'ai donc été ravie de constater que certaines de ces recommandations avaient déjà pu inspirer le gouvernement. Je tiens à saluer la création, enfin, d'un fonds d'inclusion dans l'emploi d'1,4 milliard d'euros qui permettra une meilleure territorialisation des dispositifs d'insertion et une vraie adaptation aux besoins des bassins d'emploi. Je veux souligner également la logique des nouveaux parcours emploi pour compétences qui remplaceront les contrats aidés, en les recentrant sur le seul objectif d'insertion professionnelle des publics. C'est en effet cet objectif, et lui seul, qui doit être recherché pour lutter véritablement contre les exclusions. Aussi, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous détailler ces premiers outils et la manière dont vous envisagez... Christelle Dubos, donc, qui pose une question au gouvernement sur les dispositifs d'insertion des personnes fragiles. Évidemment, suite à la suppression des contrats aidés, c'est une question qui se pose, Christelle Dubos. Je précise qu'elle est travailleuse sociale. Elle a un diplôme de travailleur social. Elle a été directrice d'un service emploi et solidarité. Donc c'est un petit peu un sujet qu'elle connaît bien, Christelle Dubos. Merci, Monsieur le Président. Et c'est Christophe Castaner qui va lui répondre. Député Dubos. Vous avez raison et ça me permet de rebondir à quelques propos qui étaient tenus tout à l'heure quand Madame la Ministre répondait sur l'enjeu des EHPAD où systématiquement on nous oppose les emplois aidés. Les emplois aidés, rappelons ce dont il s'agit. En moyenne, 10,4 mois de durée. En moyenne, un salaire supérieur de 50 € au-dessus du RSA. En moyenne, 75% de taux d'échec.
Mesdames, Messieurs, ce gouvernement, pour l'année écoulée, a porté le chiffre de 270 000 emplois aidés qui étaient votés dans la loi de finances à 320 000. C'est bien la preuve que nous considérons qu'il faut garder un dispositif d'emploi aidé. Mais en aucun cas, il faut en faire un sparadrap pour régler des contingences électorales à certains moments et pour faire baisser les chiffres du chômage. Christophe Castaner qui s'en prend une nouvelle fois aux emplois aidés en disant que ce n'est qu'un sparadrap qui permet de régler des contingences électorales comme par hasard. On distribue des contrats aidés juste avant les élections, ça aide. Dans quelle mesure certains publics sont tellement éloignés de l'emploi que de toute façon l'accès à la formation directe ne pourrait pas leur permettre un bon retour à l'emploi. Et Jean-Marc Borrello a fait un certain nombre de propositions et 3 ont été retenues immédiatement par la ministre que j'excuse, mais elle est actuellement au Sénat pour le vote des ordonnances. Le premier, c'est effectivement, Madame la députée, vous l'avez abordé, le fonds d'inclusion dans l'emploi, qui va enfin permettre aux préfets de région d'œuvrer à une meilleure adaptation des politiques d'inclusion à la réalité des territoires, territoire par territoire, et les députés savent ici ce dont je veux parler. Vous avez également évoqué la transformation des contrats aidés en parcours emploi compétences, tout simplement parce que nous nous fixons un seul objectif, celui de rendre les contrats aidés plus efficaces, c'est-à-dire permettre un accès durable à l'emploi en sortie de contrat. Dans ce but, nous voulons un dispositif qui repose sur un triptyque emploi, formation, accompagnement, qui permettra le financement de l'État, mais qui permettra surtout la pérennisation vers l'emploi de celles. Christophe Castaner, donc qui rappelle les éléments de langage du gouvernement en matière d'emploi aidé. On ne veut pas des sparadraps, on veut un dispositif qui accompagne vraiment vers le retour à l'emploi. C'est assez classique, on avait déjà eu ce débat l'année dernière. Ministre de l'Agriculture. Déjà confronté à une conjoncture économique très difficile, ces 6 derniers mois ont encore plus profondément bouleversé le monde agricole. La décision de la France d'opérer un transfert supplémentaire de 4,2% du premier vers le second pilier de la PAC, la suppression de la réduction de 7 points de la MSA, que les agriculteurs avaient pourtant obtenu de longue lutte, la non-mise en place de l'épargne de précaution dans la loi de finances pour 2018, la décision de supprimer le glyphosate en France sous 3 ans, alors que l'Europe l'avait réhomologué démocratiquement pour 5 ans, le spectre d'une renationalisation de la PAC, les accords du CETA et du Mercosur qui vont ouvrir nos frontières et accroître une fois de plus des distorsions de concurrence très importantes. Voilà autant de sujets qui impactent très négativement l'agriculture et qui cristallisent la colère du monde agricole. Il faut également ajouter les conclusions issues des États généraux de l'alimentation qui risquent de remettre en cause le modèle de production français sans apporter de réelles garanties aux consommateurs. Monsieur le ministre, il faut bien sûr rappeler avec force que notre agriculture française est la plus saine et la plus sûre. Un exemple, 46 molécules sont interdites en France alors même qu'elles sont autorisées en Europe. L'agriculture française n'est pas sur un même pied d'égalité comme vous le savez. Il faut également accompagner les efforts que nos agriculteurs déploient et les mutations très importantes qu'ils font depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, vous ne faites que les accabler. Le gouvernement, et ceci est la vraie question, aime-t-il encore les agriculteurs français ? Franck Marlin, le député Les Républicains qui s'en prend au gouvernement en lui reprochant de ne pas faire suffisamment pour les agriculteurs, de faire que les accabler et qui pose une question sur l'avenir de la politique agricole commune et plus globalement de la politique agricole du gouvernement. Franck Marlin, il vient de l'Essonne, je précise qu'il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 300 000 € d'amende pour recel d'abus de biens sociaux suite à une mise en examen en 1997. Monsieur le député Marlin. Christophe Castaner lui répond. Tout d'abord Stéphane Travert qui est devant le Conseil économique, social et environnemental et qui... le ministre le ministre de l'Agriculture n'est pas présent. Nous sommes très attachés. Très attachés, Monsieur le Président Jacob, je pense que le respect du CESE implique aussi que les parlementaires puissent y être. Je vous en prie, Monsieur le Président, vous savez comme moi qu'il y a 3 chambres, il est important que nous les respections. Christian Jacob, le président du groupe Les Républicains, qui n'a pas l'air d'apprécier que le ministre de l'Agriculture ne soit pas là. Christian Jacob, il est lui-même agriculteur. Ce sont des questions qui l'intéressent particulièrement. Et Monsieur Marlin, je suis comme vous, et je crois que sur tous les bancs de cette Assemblée, en dehors de celles et ceux qui gesticulent, il y a des femmes et des hommes. C'est quoi les grands corps de l'État? Les grands corps de l'État, ce sont les hauts fonctionnaires. Le soutien au monde agricole. Le corps des mines, le corps des ponts et chaussées, etc. Qui savent le soutien aux 516 000 exploitations agricoles. Mais monsieur le député Marlin, je suis élu des Alpes de Haute-Provence, un territoire rural avec un monde agricole extrêmement fort. Et je n'entends pas le même constat, la même colère que vous dans l'Essonne. Ce que je peux noter, c'est qu'il y a effectivement aujourd'hui un monde qui change.
Et nous avons besoin sur tous les sujets, ceux de la sécurité alimentaire, ceux de l'utilisation de produits dont on sait qu'ils sont toxiques, en particulier pour les agriculteurs qui les utilisent aussi. Nous savons tous qu'il y a cette conscience-là et que nous devons, avec eux, moderniser nos exploitations agricoles, leur donner les moyens d'une transformation en profondeur d'un modèle agricole qui est totalement aujourd'hui dépassé. On est dans une bataille de tranchées, hein, clairement, entre Christophe Castaner pour le gouvernement et les députés de l'opposition sur la question du modèle agricole. L'agriculture française produit pour près de 73 milliards d'euros de production agricole, pour 18% de la réalité agricole de l'ensemble de l'Union européenne. Nous devons, plutôt que de nous opposer, être armés ensemble pour défendre la politique agricole commune, mais une politique qui saura respecter les enjeux de la biodiversité, qui saura respecter les enjeux de la diversité et de la production et du soutien de nos agriculteurs partout en France. Monsieur le ministre, la parole est maintenant... Petite montée de tension au moment de cet échange au sujet des agriculteurs, alors que Clémentine Autain, la députée insoumise, pose une question. On s'adresse au Premier ministre. Comme vous le savez, au nord d'Alep, le canton autonome kurde d'Afrin se trouve depuis 5 jours sous le feu nourri de l'armée turque. Le bilan est d'ores et déjà très lourd et les civils ne sont pas épargnés. Une opération de cette ampleur ne s'improvise pas. Elle est préparée depuis de longs mois et elle traduit la volonté farouche du président Erdogan de tout faire pour affaiblir les Kurdes et pour empêcher l'unification de leur territoire. Elle témoigne aussi d'une fuite en avant autoritaire d'un régime écrasant et enfermant toute opposition, toute critique, mais pourtant reçue en visite officielle à l'Élysée. Le président Macron semble visiblement se spécialiser dans les réceptions bienveillantes de chefs d'État dangereux pour la paix dans le monde. Oui, mes chers collègues, cette opération va renforcer le chaos en Syrie, déjà soumise aux attaques du régime de Bachar el-Assad au détriment des populations civiles. Comment ne pas voir l'hypocrisie du régime turc qui a longtemps été aveugle sur ce qui se passait à la frontière avec la Syrie et qui a été capable d'attaquer les YPG, ces Kurdes héroïques à Kobané, qui ont combattu Daesh et obtenu une défaite terrestre. Clémentine Autain, la militante féministe et journaliste qui pose la question, enfin qui est aujourd'hui d'ailleurs députée insoumise et qui pose une question au gouvernement sur effectivement cette initiative de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui attaque militairement et sur le terrain des militaires kurdes, des groupes kurdes qui sont des alliés des États-Unis et de l'Europe dans la lutte contre Daesh. Ça pose beaucoup de questions dans cette zone-là. Et Clémentine Autain, qui au nom de la France insoumise condamne cette attaque de la Turquie et demande au gouvernement ce que la France en dit. Quand M. Erdogan les insulte à Paris. Monsieur le Premier ministre, je voudrais savoir quels sont vos engagements, quels sont les engagements du gouvernement français et votre plan d'action pour contribuer à régler cette question. Je vous remercie. Jean-Yves Le Drian. Et c'est le ministre des Affaires étrangères qu'on va entendre s'exprimer sur cette question. Madame la députée Clémentine Autain, il y a depuis longtemps une estime forte entre la France et le peuple kurde. Et depuis longtemps, il y a aussi des divisions au sein de la communauté kurde. Il y a les Kurdes d'Iran, il y a le Kurdistan irakien, divisé lui-même en deux, entre les tendances de M. Barzani et les tendances de M. Talamani. Il y a les Kurdes syriens du PYG que vous venez de citer. Et il y a le PKK. Les Kurdes de Turquie. Donc, lorsqu'on parle des Kurdes, il faut intégrer cette diversité. Il n'y a pas l'unité. Et alors ? Dans ces conditions, je voudrais vous dire 3 choses. Premièrement, nous avons une redevance et une reconnaissance très forte à l'égard des Peshmerga qui ont aidé la coalition à libérer l'Irak de Daesh, en reprenant en particulier la ville de Mossoul. Il y a aussi une très forte considération pour ce qui a été mené par les forces du commandant Malsoum dans l'ensemble du nord-est syrien. Les combats continuent et nous les soutenons. Mais il y a parallèlement l'opposition totale à ce qu'est le PKK, qui est une organisation terroriste, reconnue comme telle par la France et par l'Union européenne. Jean-Yves Le Drian. Nous maintenons cette posture.
Et troisièmement, Madame Autain, il faudra que le règlement politique de la crise au Moyen-Orient et en Irak et en Syrie... Alors que les groupes kurdes sont sous le feu nourri de Recep Tayyip Erdogan, Jean-Yves Le Drian rappelle l'opposition de la France et de l'Union européenne au PKK, qui est une organisation terroriste. Merci Monsieur le Président. En tout cas, c'est comme ça que le gouvernement français continue à les voir. Ministre des Affaires étrangères. Le gouvernement turc n'est pas réputé pour prendre soin de ses minorités. Depuis le génocide arménien, la politique a toujours été la même, de négation, voire d'éradication. Aujourd'hui, une nouvelle étape a été franchie. La Turquie bombarde à l'arme lourde les villes et les villages du canton kurde d'Afrin en Syrie. Des raids aériens ont été menés et de nombreuses victimes ont été faites parmi les populations civiles, mais également parmi les combattants de l'YPG qui se sont particulièrement illustrés dans la lutte contre Daesh, et en particulier les femmes qui sont des tireurs d'élite. Applaudissements sur les bancs de la France Insoumise pendant que le député morbihanais Paul Molac, ancien député écologiste, pose une question sur le même sujet que Clémentine Autain, à savoir le conflit entre la Turquie et des groupes kurdes. Utilise le prétexte d'une opération antiterroriste alors qu'il est lui-même complaisant avec les djihadistes. Si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie aux commentaires qu'on avait fait avec Alexandre de l'Assemblée Générale des Nations Unies en septembre dernier, parce qu'on a beaucoup parlé de ce sujet-là au moment où Erdogan prenait la parole. N'hésitons pas à rappeler les liens troubles entretenus par la Turquie avec ce prétendu d'État islamique. Tout porte à croire qu'il s'agit donc d'une nouvelle guerre contre les Kurdes qui est menée par la Turquie, et cela avec la complicité de forces régionales, la Syrie, l'Iran, la Russie, alors qu'ils ont héroïquement permis de combattre le terrorisme de Daesh avec le soutien de la France et des États-Unis. Paul Molac qui pose une question forte. Allons-nous abandonner les Kurdes? C'est rare, un député de la majorité qui pose une question aussi directe à un ministre, alors que le ministre vient de prendre la parole sur le même sujet et il vient de traiter le PKK de terroriste. À nos plus proches alliés et au règlement du conflit syrien. Je vous remercie. Question forte de Paul Molac, applaudi sur les bancs de la France Insoumise. Jean-Yves Le Drian qui va devoir répondre à sa propre majorité. Putain, je suis impressionné quand même. Je vais poursuivre mon explication sur l'ensemble kurde. Ah bah du coup, ouais. D'abord pour vous donner acte de cette constatation que la Turquie a engagé il y a 4 jours une opération militaire dans la région d'Afrin où résident plusieurs centaines de milliers de personnes. Le président de la République s'est entretenu hier avec le président Erdogan pour évoquer cette situation. Ah. Il lui a exprimé d'une part... Il y a eu un coup de fil Macron-Erdogan hier. La sécurité de la Turquie, sa compréhension sur la nécessité de sécuriser les frontières, et d'autre part, sa lourde préoccupation à l'égard d'une opération militaire intervenant dans une région exposée à des risques graves de crise humanitaire. J'ai eu moi-même, Monsieur Molac, l'occasion de m'entretenir de ce sujet hier avec mon collègue turc ici à Paris et dimanche en relation téléphonique pour lui faire part de nos préoccupations. Ceci étant, il faut se rendre compte que nous sommes dans une situation de dégradation humanitaire considérable en Syrie, à la fois dans la zone d'Afrin, mais aussi dans la zone d'Idlib, mais aussi dans la zone de Ghouta Est, avec d'autres intervenants et le régime qui encercle les forces d'opposition, et que nous sommes en même temps devant une situation politique incertaine, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de perspective. Il y a aujourd'hui... Monsieur Ruffin, vous n'avez pas la parole. C'est François Ruffin qui a gueulé dans l'hémicycle alors que Jean-Yves Le Drian essaye d'expliquer son numéro d'équilibriste sur la question kurde. Sauf, et c'est le dernier espoir, la réunion qui va se tenir à Vienne demain sous l'égide des Nations Unies, où l'ensemble des parties prenantes sera présente et où j'espère un agenda de paix pourra être dessiné. Merci. Jean-Yves Le Drian qui fait de la diplomatie, c'est pas facile et vous l'avez entendu essayer de répondre à 2 interrogations de 2 députés que pourtant beaucoup de choses opposent. L'un de La République En Marche, Paul Molac, l'autre de la France Insoumise, Clémentine Autain, sur cette question hautement tendue en ce moment, la question kurde avec la Turquie qui s'en prend à des militants kurdes en les accusant d'être des terroristes. Jean-Yves Le Drian qui avait l'air d'aller dans le sens de la Turquie en répondant à Clémentine Autain, puis qui au moment de la question de Paul Molac a laissé la porte ouverte vers la négociation qui s'ouvre à Vienne demain.
C'est compliqué, mais c'était particulièrement tendu cette fin de séance de questions d'actualité au gouvernement. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'espère que vous avez appris des trucs. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur l'actualité. J'ai été très content d'animer cette émission. Merci pour ce live de qualité, mais je trouve dommage qu'Acropolis ne propose plus que 2 émissions régulières. Pourquoi un tel choix? C'est pas un choix, François. On fait à peu près ce qu'on peut. La langue diplomatique, le langage diplomatique, mais enfin ça fait bizarre d'un ministre face à des élus. La diplomatie est un domaine dans lequel les mots qu'on utilise et le choix de ces mots est extrêmement important. On vous l'a expliqué à plusieurs reprises avec Alexandre, on a eu l'occasion de faire des émissions entières précisément sur ce sujet-là. C'est pas facile, et quand un ministre des Affaires étrangères s'exprime, que ce soit devant des députés, devant des journalistes au téléphone ou à n'importe quel moment, les mots qu'il utilise, la place des mots, les phrases, etc., ça a un sens particulier. Donc voilà. L'Europe et la buvette à haine vous manque. Avec Jennifer, on vous prépare un billet crossover avec aux petits oignons sur l'actualité de la semaine à l'Assemblée nationale et au Bundestag. Oh, trop bien! Abandonné sur le compte Twitter. Et bah cool, bonne nouvelle. Donc voilà. Merci pour cette émission. Et bah écoute, super nouvelle. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme tous les mercredis, c'était super cool. Et bah écoute, tant mieux. Est-ce que vous allez sur le média? Non, pour l'instant, non, on n'a pas de partenariat en cours avec le média. Bref, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour la reprise des questions d'actualité au gouvernement. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Un grand merci à celles et à ceux qui se sont abonnés. Merci à vous d'avoir participé. Et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.